Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Voilà. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cette conférence des Vendanges du Savoir que la Cité du Vin accueille. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Madame Chantal Maury et cette conférence des Vendanges du Savoir. Nous sommes donc la Cité du Vin est partenaire des Vendanges du Savoir qui est créée par l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne, donc pour cette conférence mensuelle. Juste un petit mot avant de laisser la parole à Stéphanie Marchand-Marion, qui est membre du comité de pilotage des Vendanges du Savoir. Vous avez la possibilité après la conférence de poser des questions. Donc on fera circuler un micro-ballon dans l'auditorium, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et les personnes qui sont sur Zoom actuellement, qui nous écoutent à distance, vous aurez aussi la possibilité de poser des questions dans la partie Q&R de l'application Zoom. N'hésitez pas aussi à poser vos questions. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse la parole à Stéphanie Marchand-Marion. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence des Vendanges du Savoir. Alors, on est toujours très fiers de partager avec vous la culture et la science autour du vin. Et puis, ce soir, on est très fiers d'inviter Chantal Maury, qui nous vient d'Angers et qui a plein de grandes qualités à mes yeux. C'est-à-dire qu'elle est chimiste de formation, ce qui, pour moi, est une importante qualité. Et puis, surtout, c'est une chimiste qui a une vraie relation avec le vin, qui l'aime, je pense, tu me contrediras s'il y a besoin, qui en connaît la composition et qui ne raconte pas n'importe quoi parce que les appareils d'analyse ont dit que. Chantal a étudié plein de thématiques, une thématique dont tu reviendras peut-être nous parler dans quelques années, qui est la thématique umami, qui intéresse beaucoup les gastronomes, mais aussi... Elle connaît assez bien tous les composés du vin. Alors nous, on appelle ça métabolite, mais c'est la composition du vin, c'est ce qui en fait le goût, c'est ce qui en fait la texture, c'est ce qui en fait parfois la magie. Et puis, quitte à casser un peu les mythes et clarifier certains points, Chantal va nous parler de ce que l'on fait au vin pour le rendre plus éclatant, plus beau, pour lui mettre un habit de lumière. Et c'est ainsi que tu vas nous parler des troubles dans les vins, et puis ce que l'on fait officiellement pour clarifier ces vins et retirer ces troubles pour le rendre un peu plus joli. Je te remercie, Chantal, d'être venue parmi nous et puis je te laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaite remercier toute l'équipe des Vendanges du Savoir pour m'avoir invité à faire cette conférence dans ce lieu magnifique qui est la Cité du Vin, ici à Bordeaux. Et merci aussi pour l'accueil très chaleureux que j'ai reçu pour venir faire cette conférence. Excusez-moi, je m'outille. Donc, je vais vous parler du trouble dans le vin. Mais d'abord, qu'appelle-t-on trouble, pardon. Alors, si on regarde le dictionnaire Larousse d'abord, excusez-moi, je trouve mes mots, ça va venir. On regarde le dictionnaire Larousse, il nous dit état d'agitation, un petit peu là comme je suis, mais ça va passer, d'inquiétude, de confusion ou d'émotion dans lequel se trouve quelqu'un. Par exemple, son trouble était visible, il était tout rouge. Bon, ça pourrait coller pour le vin rouge, en effet, mais on voit bien que ça ne va pas nous aider à comprendre le sujet. En littérature, c'est l'émotion de l'amour. L'émotion de l'amour, l'amour pour le vin. Le vin, c'est un métier passion. On pourrait peut-être effectivement étendre un sujet là-dessus, mais non, on voit bien que ça ne colle pas avec le sujet. Alors, attardons-nous maintenant sur le dictionnaire Le Robert. Lui dit, pour les liquides, qu'il n'est pas limpide, qui contient des particules en suspension. Ça y est, on la tient, notre définition du trouble dans le vin. Alors concrètement, à quoi ça ressemble? Donc si on prend un pichet d'eau et qu'on l'éclaire avec une lumière, qu'est-ce qu'on voit?
c'est translucide, c'est limpide, on voit au travers. Si en revanche, dans ce même pichet, vous rajoutez un petit peu de farine, qu'est-ce qui se passe? On voit que c'est trouble, c'est turbide. Et dans le vin, on a cette même vision-là, donc ce trouble-là, c'est visuel, ça se voit à l'œil nu, pour toutes les boissons, et donc y compris le vin. Et ce trouble, on le qualifie par une notion qu'on appelle la turbidité. Donc ça, c'est juste un tableau pour montrer que ça se quantifie. On a des chiffres pour évaluer la turbidité des vins. Il n'y a pas de réglementation précise par rapport à ça, mais on va dire que classiquement, sur des vins qu'on va estimer clairs, on va avoir des valeurs de ce qu'on appelle le NTU. C'est un peu, voilà, c'est la turbidité, en fait, tout simplement, que ça signifie. Pour un vin rouge, par exemple, il faut que ce soit plus petit que 2. Donc, vous voyez, on a des valeurs très faibles, et ça signifie qu'on a un vin limpide. On peut avoir des vins légèrement troubles, et auquel cas, on a ces valeurs-là qui vont monter 5, 6, 7, 8, en fonction de si c'est un vin blanc, un rouge ou un rosé. Voilà, ça, c'est des valeurs classiques, mais rien qui n'oblige à respecter ces valeurs-là. Hein. Voilà, ça, c'est vraiment un choix du vigneron. Et le jus, lui, pour vous donner un petit peu une proportion, le jus de raisin, le mou, ce qu'on appelle, lui, on est plutôt à 200 NTU. Donc, vous voyez, on a une sacrée diminution dans le vin fini de cette turbidité-là, de ce trouble. Alors, pour voir si vous percevez bien ce qu'est le trouble, je vais vous demander de faire un petit exercice. Donc là, je vais avoir besoin de vous entendre, hein, donc n'hésitez pas. Donc c'est simple, la question, elle n'est pas compliquée. Vous répondez oui ou non. Voilà, d'accord ? Alors, est-ce que ce vin est trouble ? Oui. Est-ce que ce vin est trouble ? Oui. Est-ce que ce vin est trouble ? Non. Mais très très bien, je vois que vous êtes vraiment très très bon. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite de la présentation. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'était le trouble, à quoi ça ressemble, on va aller voir à quoi est dû ce trouble. Donc le vin clair, il a une composition, il a des éléments qui sont dedans, parce qu'ils étaient déjà dans le raisin. Ils sont apparus lors de la fermentation alcoolique. C'est des composés aussi qui ont apparu pendant la production du vin, naturellement, spontanément. Voilà. Et on va avoir un ensemble de composés dans le vin, normal. Voilà. On a un vin clair, on a un vin limpide. Mais il s'avère que certains composés, ils s'aiment bien. Ils sont attirés les uns par rapport aux autres. Et donc, ils vont s'assembler. Et en s'assemblant comme ça, je crois que j'ai ici, là, on va former ce qu'on appelle des agrégats. Et c'est là où notre vin se trouble. Alors, je vous invite quand même à regarder la définition d'un agrégat, parce que c'est vrai que c'est des mots peut-être qu'on n'a pas toujours l'habitude d'utiliser. Donc, j'ai pris le Robert cette fois-ci, et lui dit quoi ? C'est un ensemble hétérogène de substances ou d'éléments qui adhèrent solidement entre eux. Et on a vraiment cette adhésion qui se forme entre ces composés. Et c'est ça, en grossissant, qui va faire le trouble. Mais je vais vous montrer. Donc on va reprendre l'exemple du verre de vin. Alors évidemment, le trouble ne se fait pas dans le verre, mais c'est vrai que c'était peut-être plus esthétique. Ça va apparaître plutôt soit dans la bouteille, soit dans la cuve, et plutôt pas dans le verre. Donc je vous ai représenté le premier verre avec, donc on a nos composés du vin, qui vont petit à petit s'assembler, s'agréger entre eux, de plus en plus, jusqu'à éventuellement tomber au fond de la bouteille, au fond de la cuve. Parce qu'ils sont suffisamment gros, ils sont lourds du coup, et ils vont tomber. Ça peut prendre du temps. On ne sait pas combien de temps, mais ils vont finir par tomber. Et en attendant, le vin, il est trouble. Alors, on va aller un petit peu plus loin maintenant. On a vu le trouble. Quelles sont les molécules qui sont, on ne va pas aller très loin là-dessus, mais je voulais quand même vous en parler, qui sont impliquées dans ce trouble. Alors, les premières molécules dont j'ai envie de vous parler ce soir, ce sont les composés phénoliques, et en particulier les tanins. Alors, les tanins,
ce sont des polymères, c'est-à-dire qu'ils sont composés de plusieurs petites molécules attachées les unes aux autres. Donc vous voyez ici, ça c'est une petite molécule accrochée à une autre, etc. Et on va voir un ensemble comme ça de molécules, on n'en a que 4 différentes de tanins qui proviennent du raisin, mais ils peuvent être dans un ordre très différent d'une molécule à l'autre, et on peut avoir des tailles de molécules très très variées. Donc en fait, on a un ensemble de tanins, un ensemble de molécules qui représentent cette famille-là de molécules qui est très vaste. Et ces tanins, donc, ils sont présents dans les végétaux en général, dans le raisin en particulier, et on les retrouve aussi dans le vin. Et ils vont apporter de l'amertume, de l'astringence et la structure du vin, et en particulier du vin rouge, mais également pour le vin blanc. Un autre type de molécule qu'on va trouver important pour le trouble du vin, ce sont les protéines. Donc les protéines, elles sont issues du raisin sain, on en a toujours un petit peu, mais on en a aussi dans le vin à partir de raisins pour lesquels il y a eu des maladies au vignoble, et notamment des maladies fongiques, c'est-à-dire des petits champignons microscopiques qui font que, pour se défendre, la plante elle va produire certains types de protéines. Et ces protéines-là, elles nous embêtent un petit peu en ce qui concerne le trouble du vin. Donc je vous ai mis un exemple. Alors les noms sont toujours un peu compliqués. C'est l'exemple là de la tomatine-like protéine. Donc pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler, c'est un schéma. Voilà, ça ressemble à ces très grosses molécules. Et ces molécules-là, je fais un petit focus. Alors j'ai mis les noms là, mais on ne va peut-être pas forcément les évoquer ensemble. Ce qui est important, c'est qu'elles aiment bien s'agréger entre elles déjà. Indépendamment des autres molécules du vin, elles vont avoir tendance à interagir entre elles, à s'agréger. Et ça, à peine une augmentation de température. Donc si par exemple on a un vin où on va monter en température, eh bien, spontanément, elles vont aller se déplier, parce que vous avez vu que c'est des structures très alambiquées, elles vont avoir tendance à se déplier et interagir entre elles et à faire du trouble. Là, je vous ai mis un graphique pour vous montrer que le pH, vous savez, alors je vais prendre la supposition que vous savez, le vin, c'est un milieu acide, assez acide. Alors pas autant que le citron, bien sûr. Cette acidité-là est caractérisée par une notion qui s'appelle le pH. Et le pH, donc on ne va pas chercher à l'ajuster quand on va faire du vin. On va avoir quelques techniques œnologiques qu'on va pouvoir moduler un petit peu, mais finalement, c'est aussi lié beaucoup à la qualité de la vendange quand on va récolter le raisin. Mais c'est intéressant quand même de regarder que, alors c'est par là ici, pardon, que quand le pH il diminue, donc plus on est acide, donc là on n'est pas encore au citron, le citron serait ici par exemple, et bien quand on diminue le pH, à ce moment-là, on va avoir plus tendance à cette agglomération entre ces protéines-là aussi. Donc le pH, même si on ne peut pas trop le contrôler, ben on sait qu'il va avoir un impact sur ce trouble-là du vin. Si on regarde un autre facteur, voilà, c'est la concentration, c'est-à-dire la quantité de protéines que l'on a dans le vin, que l'on a dans notre solution. Plus il y en a, oui, je suis du Sud aussi, hein, plus. Plus on a de protéines, donc on voit ici, donc là c'est des concentrations, des quantités de protéines moindres, et là elles augmentent, et ici sur cette courbe-là c'est les quantités de protéines les plus grandes. On voit aussi que ça c'est la taille des particules, donc c'est-à-dire la taille des agglomérats que l'on a, qui se sont construits spontanément, augmente aussi. Donc vous voyez que finalement la quantité de protéines que l'on a, donc en fonction de ce que le raisin a pu subir à la vigne par exemple, va avoir un impact sur le risque de troubles du coup dans les vins. Donc on a vu les macromolécules, on a vu donc les tanins, on a vu les protéines, et le dernier type de molécules dont je veux vous parler sont les polysaccharides. Donc les polysaccharides, c'est des molécules un petit peu particulières parce qu'elles ont une partie sucre, là ce sont des sucres, et une partie protéine. Alors ça c'est un exemple parmi tant d'autres avec encore un nom un peu barbare, donc c'est l'arabinogalactane de type 2,
Ça, c'est pour donner un exemple, pour avoir une imaginaire peut-être pour vous. Ces polysaccharides, ils proviennent des raisins. Ils proviennent également du raisin, mais d'origine fongique, par la présence de Botrytis cinerea. Et ils peuvent être aussi extraits de levure lors des vinifications ou après les vinifications, plus exactement. Pas dans l'élevage. Oups, pardon. Voilà. Donc, si on reprend notre verre de vin, plutôt notre cuve de tout à l'heure, vous voyez les petits, alors c'est pas quantitatif, hein, mais en tout cas on peut finalement un peu mieux représenter notre schéma avec dans nos composés qui sont dans les agrégats, on peut retrouver les protéines, les polysaccharides et les polyphénols, les tannins, et on peut voir aussi qu'on a aussi des tannins qui peuvent aussi interagir entre eux également. Bon. Donc on a vu le trouble, on a vu à quoi ça ressemble, on a vu quelles sont les molécules impliquées. Maintenant on va dire oui, bon, mais alors c'est quoi le problème? Pas de problème. Alors il pourrait ne pas y avoir de problème, en effet, mais finalement on se rend compte que pour les consommateurs, globalement, les troubles c'est associé à la mauvaise qualité. Il y a un manque d'habitude. Quand on voit des dépôts dans la bouteille, on se dit ah, ce vin, il a un problème. Et finalement, c'est peut-être aussi en lien avec un manque de connaissance du produit. Donc, je vous propose de creuser un peu plus la question. Si on regarde, j'ai fait deux captures d'écran d'Internet pour voir un petit peu. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la turbidité, elle est souvent considérée comme un indicateur de qualité. Alors, je vais un peu me contredire, mais c'est fait exprès. C'est-à-dire que si on va prendre, par exemple, le vin nature, les vins nature, je crois qu'il y a eu des conférences ici aussi, il va être trouble, parce que justement, il n'y aura pas des étapes dont je vais parler tout à l'heure. Et là, finalement, ce n'est pas un signe de pas bonne qualité, puisque c'est aussi éventuellement un signe de reconnaissance. Donc là, dans ce cas-là, ça va être... alors, je n'ai pas été payée pour faire la publicité, mais comme j'ai pris les images, j'ai mis les noms. Voilà, voilà. Donc, on va les bien présenter du coup un vin turbide parce qu'il est représentatif d'un vin nature. Mais globalement, si on va sur Internet et qu'on dit voilà, moi je veux un vin de bonne qualité, un vin haut de gamme, sur quoi on va tomber? Ça va être sur un vin qui est limpide. Donc, il y a quand même cette association qualité-limpidité. Alors, le trouble dans le vin, bon, c'est normal, c'est naturel. Visuellement, ce n'est pas toujours très agréable. Vous allez me dire, c'est discutable. Par contre, très souvent, on a pu constater que ça perturbe la perception quand même du vin. Et l'autre élément, c'est que ça peut modifier, ça peut générer une évolution non voulue du vin avec une diminution des caractéristiques d'arômes, de perception en bouche qui sont moins favorables, qui sont moins qualitatives. Et du coup, on va avoir tendance à soit les éliminer, soit éviter qu'ils arrivent, éviter qu'ils se forment, ces troubles-là. Alors, comme on a évoqué un petit peu quelques mots, donc cette instabilité, finalement, ce trouble, on va parler d'instabilité, lié, on l'a vu, à la température, au pH, et il y a différents facteurs que je ne vais pas développer, mais juste pour mentionner, c'est aussi lié à la présence d'autres éléments dans le vin, comme le fer ou le cuivre, qui peuvent être liés à la composition des sols, qui peuvent être liés aussi aux contenants qu'on va utiliser. Donc, voilà, pour vous montrer que c'est multifactoriel, la question. Donc, on a dit, pour éviter le trouble ou pour l'éliminer, on va faire une clarification. Qu'est-ce que la clarification? C'est la suppression des particules en suspension, donc des agrégats, pour l'élimination de ce trouble. Voilà. Et comment clarifier le vin? Il y a deux options possibles, la filtration et le collage. Et ce soir, je vais vous parler du collage. Donc encore une définition, je suis désolée, mais je pense que c'est nécessaire. Donc qu'est-ce que le collage? C'est l'incorporation dans un vin trouble des substances capables de flocculer et de sédimenter en entraînant des particules en suspension. Donc je vous ai refait une petite représentation schématique. Donc on a notre vin, on va ajouter la colle dans le vin. Ensuite, il va y avoir la formation des agrégats. Donc j'ai fait un très gros agrégat là.
Et ensuite, cet agrégat, il va être suffisamment lourd, il va sédimenter. Donc, comme je le disais tout à l'heure, soit il sédimente tout seul, on va attendre, il va se déposer. Soit on a envie d'accélérer pour d'autres raisons, donc on va pouvoir, par exemple, centrifuger. Donc, si on reprend la même chose dans le vin, donc le vin, alors j'ai mis vin trouble là, mais il pourrait ne pas être encore trouble, et c'est pour éviter qu'il devienne trouble. Hein. C'est exactement le même processus. Donc on a les vins avec les constituants qui vont soit qui sont impliqués dans les troubles, soit qui vont plus tard générer le trouble. On va rajouter une colle, c'est ce qu'on appelle, pour faire le collage, qui va interagir avec ces agrégats ou même avec certaines molécules là qui ne font pas encore d'agrégats, mais qui vont peut-être à terme en faire. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être assez gros pour être ensuite éliminé. Alors on se dit, ok, je parle de colle, on parle de collage, quelles sont les colles, mais qu'est-ce qu'on utilise comme colle en œnologie? Évidemment, pas celle-ci. Donc, les colles en œnologie, on en a de différents types. Il y a les colles organiques, c'est-à-dire les colles animales, les colles issues du vivant. Donc, les principales, alors je ne vais pas être exhaustive, parce qu'il y en existe beaucoup, mais les principales, c'est le blanc d'œuf, donc c'est l'albumine d'œuf. Ça va être les gélatines, qui sont issues de collagène de porc, et les caséines de lait. Voilà, donc ce sont les principales utilisées. Mais on a aussi des colles minérales, qui sont par exemple la bentonite ou la silice. La silice, c'est ce qui compose le sable, par exemple. On a des colles de synthèse, PVPP. Et on a des colles aussi végétales depuis quelques temps. Donc les colles végétales aujourd'hui autorisées sont des protéines de pois, de blé et plus spécifiquement du gluten, de la pomme de terre aussi, la patatine. Et il y a des essais également actuellement mais qui ne sont pas autorisés sur le quinoa et même sur les pépins de raisin. Ok, donc jusque-là, très bien. Mais finalement, on sait qu'aujourd'hui, les consommateurs, ils aiment savoir ce qu'ils consomment, ce qui est une très bonne chose. Ils aiment comprendre, mieux connaître, et donc ils vont s'intéresser davantage aussi aux pratiques liées notamment du coup à la viticulture et à l'œnologie. Et une fois, on m'a posé la question, du coup, on m'a dit, oui, mais et alors, les vins collés sont-ils véganes? Alors, votre avis? Si on utilise des colles minérales, oui. Si on utilise des colles de synthèse, aussi. Si on utilise des colles végétales, pas de problème. Si on utilise des colles organiques, évidemment, ça ne va pas être possible. Par contre, est-ce que si on utilise des colles organiques, est-ce qu'il peut être végétarien? Alors, oui, donc, donc pour reprendre l'histoire du vin vegan, c'est que le véganisme, c'est on n'utilise pas du tout de matière animale, mais on n'utilise pas l'animal ni mort, ni vivant. Donc ça veut dire qu'évidemment, les colles animales sont évidemment interdites, puisque là, ce n'est pas l'animal vivant. Mais également, pour la production de vin, on ne peut pas avoir du pâturage de moutons dans les vignobles. Ça, c'est interdit, parce qu'on utilise aussi l'animal. Donc ça, ce n'est pas possible dans cette philosophie-là. Et il n'y a pas non plus de traction animale. Voilà. Donc c'est une approche, j'ai envie de dire, là pour le coup, philosophique, qui va quand même à l'encontre, j'ai envie quand même de le dire, de certaines pratiques agroécologiques. Mais bon, voilà. Et du coup, le vin vegan, c'est possible, sous réserve de certaines pratiques viticoles, mais effectivement, c'est bien possible. Par rapport aux végétariens, c'est un petit peu différent, parce que là, les végétariens, c'est le même régime, on va dire, alimentaire que les véganes, mais à l'exception près que les œufs et le lait sont autorisés. Donc ça signifie que les colles à base de lait et d'œufs, en principe, ça fonctionne aussi. Donc si on revient à cette question-là, ça veut dire que, en fonction des colles animales, donc il n'y a que la gélatine en fait qui fait que le vin ne pourrait pas être vegan, voilà. Végétarien, pardon. Alors j'ai mis un label, d'ailleurs il y a très peu de labels végétariens pour le vin. J'ai trouvé celui-ci qui est suisse. Je pense qu'il n'est pas très développé. Autant l'autre se développe davantage, le label vegan, j'ai vu, on le voit de plus en plus sur les étiquettes. Celui-ci, voilà, je ne sais pas quel avenir il a, mais ça peut-être que d'autres conférenciers en parleront.
Donc voilà pour cette partie un petit peu de questionnement sur cet étiquetage vegan ou ces questions qu'on pourrait avoir par rapport au collage. Donc j'ai envie quand même de revenir à nouveau à la question principale au collage et les objectifs du collage. Oui, j'ai bien dit les objectifs du collage. Ce que je vous ai évoqué jusqu'à présent, c'était éliminer le trouble ou éliminer les molécules qui vont plus tard amener du trouble. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la facilitation ou éviter même la filtration. Parce que parfois un vin, si on va le filtrer directement, ça colmate. Notamment aux polysaccharides que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc finalement, de faire une étape de filtration avant, de collage avant, permet que la filtration se passe bien. Mais il y a également d'autres objectifs. L'amélioration de la couleur, ce qu'a mentionné tout à l'heure Stéphanie, c'est en particulier vrai pour les blancs. On veut des vins plus brillants, donc on va pouvoir faire une étape de collage qui va apporter effectivement cette brillance au vin. On va pouvoir aussi améliorer d'un point de vue gustatif, avec l'élimination de mauvais goût, avec la réduction d'astringence. Vous savez l'astringence? Vous savez ce que c'est l'astringence? Oui, super. Donc ce côté un peu râpeux, asséchant en bouche. Voilà. Et ça, c'est bien. Enfin, moi j'aime bien. Ça apporte la structure au vin. Par contre, c'est vrai que quand c'est vraiment très très fort, c'est quand même moins savoureux et ça permet de moins apprécier le vin. Donc finalement, quand on a un vin extrêmement tannique, ça peut leur faire du bien de réduire un petit peu cette astringence-là pour les assouplir. Et puis, le collage permet la stabilisation. Donc la stabilisation, comme j'ai évoqué, la casse protéique, c'est un peu un gros mot peut-être, mais en tout cas, ça évite le trouble futur. Mais également, ça va permettre une stabilisation de la couleur dans le temps. Voilà. Donc vous voyez que finalement, le collage, on est parti du trouble, mais il n'y a pas que pour cela qu'on va faire une opération de collage. Donc c'est pour obtenir un vin donc, limpide, brillant et éviter des troubles ultérieurs. Alors le collage va aussi avoir quand même des impacts sur des arômes. En fonction du collage, je ne vais pas développer cette partie-là, mais c'est vrai qu'on va aussi avoir des impacts secondaires, j'ai envie de dire, par rapport à l'objectif initial. Alors ça c'est invisible, mais je vous rassure, on ne va pas le lire. C'est juste pour vous dire qu'il existe dans la littérature, dans des documents, beaucoup de documents qui va préciser en fonction justement de votre objectif et du type de vin, s'il est rouge, blanc, rosé, quelle serait la meilleure colle et quelles sont les gammes de concentration, de quantité de colle à ajouter. Donc ça, c'était juste pour vous illustrer un exemple. Avec, par exemple, sur la gélatine, on retrouve la potentielle diminution de l'astringence. On s'écrit petit, il faut que je m'approche aussi. Et que c'est vraiment plutôt idéal pour des vins très tanniques. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple que j'ai mentionné. Vous avez aussi évidemment l'Institut français de la vigne et du vin qui a tout un site technique qui va présenter toutes les techniques qu'on peut trouver en œnologie et notamment sur les collages, exactement la même chose, mais de manière beaucoup plus approfondie d'ailleurs, sur toutes les colles et leurs utilisations. Bon, je vais passer ça. Donc on a vu l'objectif du collage. Ce que je voulais quand même aussi vous illustrer avec 3 diapositives, c'était l'impact sur le vin. La première recherche, ça va être de diminuer le trouble. Et on l'a vu, le trouble, on l'appelle aussi la turbidité. Donc, je vous ai présenté, là, je vous ai mis un exemple d'une étude qui vient de vin d'Uruguay, qui s'intéressait donc à ce côté clarification du vin par le collage. Donc, on voit que pour toutes les colles utilisées, on a une réelle diminution de cette turbidité. C'est vraiment très significatif. Donc là, ils ont regardé après 15 jours. Vous voyez, c'est pas très long, 15 jours de collage. Ils ont regardé, voilà, on a une vraie diminution. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont testé différents types de colle. Vous voyez, animal, végétal, minéral. Et celle finalement où il y a le plus de troubles, c'est avec les protéines végétales. Donc finalement, elles ont fait un peu moins bien le job, on va dire, que les autres. Juste après la gélatine. Et ce qui a permis de diminuer le plus le trouble dans cette étude-là, ça ne veut pas dire que c'est toujours pareil, c'était la bentonite. Voilà. La bentonite est très efficace. En revanche, comme j'évoquais tout à l'heure, on sait qu'elle a tendance aussi à éliminer quelques arômes aussi au passage. Un autre impact du collage, on a évoqué ensemble l'astringence. Je voulais quand même aussi vous montrer un schéma qui vous le prouve.
Là, c'est dans le cadre donc, de vins, proche de Montpellier. Le vin B et le vin C, donc ils sont en bleu sur le graphique, qui ont été collés avec 2 gélatines différentes. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi qu'on a une diminution de l'astringence, mais pas de manière similaire. C'est-à-dire que vous voyez que pour le vin B, qui n'avait pas beaucoup d'astringence d'ailleurs au départ, elle est significative, c'est-à-dire qu'on perçoit, on est capable de percevoir que l'astringence diminue, mais elle diminue pas tant que ça. Voilà. On garde quand même de la structure dans le vin. Si on regarde le vin C, vous voyez que son niveau d'astringence était beaucoup plus élevé. Et lui, par contre, alors on est toujours significatif, mais on est beaucoup plus significatif. Donc, on a réduit l'astringence davantage par rapport au vin B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que cet impact du collage sur le vin va vraiment dépendre des caractéristiques du vin, de la composition du vin initial. Voilà. Et que du coup, c'est un petit peu difficile de généraliser, d'imaginer l'impact précis d'une colle. Bon, on a quand même des guides, mais parce que c'est vraiment dépendant du vin. Et c'est pour ça que quand on va faire une clarification, on va faire des essais avant, dans des petits volumes, pour tester certaines colles qu'on pense être les meilleures, avec certaines quantités à différentes quantités de colle, de protéines, pour vérifier quelle serait la meilleure option pour ce vin-là spécifiquement. C'est pour ces raisons-là. La dernière impact que je voulais vous présenter, c'était, on a parlé de tanins. Vous savez, c'est les tanins CO aussi qui apportent cette astringence. Donc on a la diminution d'astringence, donc on s'est dit peut-être que c'est parce que il se passe des choses avec les tanins. Donc on est allé quantifier, donc là c'est dans le cadre d'un vin modèle que vous avez ici, qui a été collé avec 3 colles différentes. C'est une gélatine et 2 colles végétales. Et on a regardé l'impact sur la quantité de tanins. Et là, c'est pareil. Ça paraît peut-être pas beaucoup comme ça, mais en fait, on a une vraie diminution qui est significative de la quantité de tanins par le collage. Donc, c'est tout à fait en lien et pertinent avec cette diminution d'astringence perçue que l'on a vue tout à l'heure. Donc là, on a parlé de pratique, c'est-à-dire d'utilisation de produits œnologiques, de colle. Mais est-ce que c'est la seule chose à considérer, à votre avis? Je voulais revenir sur qu'est-ce qu'une colle d'un point de vue œnologique. Donc, je vous ai mis la définition du Code international des pratiques œnologiques de l'OIV, l'organisme international de la vigne et du vin. Et la colle, ce n'est pas un additif, c'est un auxiliaire technologique. Et ça change quand même beaucoup les choses. Donc, si vous me permettez, je vais lire avec vous les éléments importants de cette définition-là. Donc, l'auxiliaire technologique désigne toute substance ou matière non consommée comme ingrédient alimentaire en soi et volontairement utilisée dans la transformation des matières premières, des denrées alimentaires, pour répondre à un objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais inévitable de résidus ou de dérivés dans le produit fini. Je trouvais ça intéressant de partager cette définition avec vous parce qu'en réfléchissant, on se dit mais peut-il rester de la colle dans le vin du coup après collage? Je vous propose d'aller explorer ce point-là ensemble. Pour répondre à cette question-là, donc dans mon ancien laboratoire, on avait fait des essais. On avait pris un vin modèle. Donc c'est quoi un vin modèle? On a de l'eau. On met le principal acide du vin. Donc, je suis sûre que vous allez me dire lequel c'est. Voilà, l'acide tartrique. On va ajuster le pH, parce que comme vous avez vu, le pH du vin, c'est très important pour savoir ce qui se passe dans le vin. Donc on avait ajusté le pH à 3,3. Et on avait pris tous les polyphénols, tous les polyphénols d'un vin rouge. On avait réussi à les récupérer et on les avait mis dans cette solution modèle-là. Et ça, c'est notre vin modèle. C'est notre référence. Pourquoi un vin modèle? C'était pour être sûr de pouvoir refaire les expériences plusieurs fois sans qu'il soit modifié, parce qu'un vin, vous savez, il évolue dans le temps. Et pour mieux comprendre les phénomènes qui se passaient à l'intérieur.
Donc on a fait ce vin modèle-là et on a mis de la colle dedans. On a choisi différentes colles. On a attendu, comme on attend, 48 heures. On a centrifugé pour bien séparer tout ce qui avait sédimenté, tous les agrégats du vin collé. Et ensuite, on a analysé par 3 méthodes différentes. Donc, ce qu'il faut vraiment considérer, c'est le vin avant collage, les colles. Le précipité, on va un petit peu le regarder aussi. Et le vin après collage. Donc, je vous invite à regarder ça. On va regarder 3 méthodes différentes pour voir qu'est-ce qu'on retrouve et où on les retrouve. Alors, avant de commencer, on a évoqué des colles, on a évoqué des noms de colles, de ce qu'on pouvait utiliser, mais on n'a pas vu ensemble ce que c'était vraiment une colle. Donc, on va regarder juste l'exemple des gélatines et des colles végétales sur lesquelles on a travaillé. Et ce sont toutes des protéines. Vous savez tous ce que c'est une protéine, je pense. Une protéine, c'est un ensemble, un enchaînement d'acides aminés. Donc, je vous ai fait une petite représentation, c'est très simplifié, hein, très très simplifié. Donc là, c'est un acide aminé. Donc, une protéine, acide aminé, vous en mangez tous les jours dans votre assiette. Et une protéine, eh bien, c'est tout simplement un enchaînement d'acides aminés. Donc, il en existe beaucoup plus qu'un seul. Je vous ai mis qu'une seule couleur, mais évidemment, on en a davantage. On a 10 essentiels, mais on peut en consommer au moins 22. Et qu'est-ce que c'est qu'une colle? Eh bien, une colle, c'est un ensemble de protéines. Voilà. Donc, ce n'est pas une seule protéine, c'est plein de protéines qui sont de l'origine qu'on a choisie. Donc ça, c'est vraiment important pour comprendre la suite. Donc dans cette étude-là, on a utilisé des colles donc, animales et gélatines et des colles végétales qui sont des gluten hydrolysés. Alors les schémas ne sont peut-être pas très simples, mais on va essayer d'y aller pas à pas ensemble. Donc ça, c'est ici, vous avez, ça correspond à toutes les protéines, l'ensemble des protéines que l'on peut trouver dans une colle commerciale. On a acheté un bidon de colle commerciale, voilà, on a analysé. Et comment ça se regarde? C'est-à-dire que ici, c'est la taille des protéines. Donc plus on va vers la droite, plus les protéines sont grosses, sont grandes. Donc excusez-moi, je crois que je me suis trompée. C'est ici où c'est les plus gros, excusez-moi, ici c'est les plus gros et ici c'est les plus petits. Voilà. Et ce qu'on a décidé de faire, comme on s'est dit, c'est peut-être un petit peu complexe d'avoir tout ça, on va en prendre qu'une seule partie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a éliminé les plus petites et les plus grosses pour ne conserver que la partie centrale, les protéines un petit peu de taille moyenne finalement, qui correspondaient à cette colle commerciale. Et cette colle-là, pardon, on l'appelait un petit prénom très joli, on l'appelait G16. Pourquoi? G pour gélatine et 16 parce que finalement, le poids moléculaire moyen des protéines, c'est 16 kilodaltons. Voilà, donc G16, un petit nom. Et pour les gluten hydrolysés, alors c'est notre représentation, je suis désolée si vous n'êtes pas habitués. Donc là, comment ça se lit? Alors cette fois-ci, ce n'est pas horizontal, c'est vertical. Donc ici, vous avez les protéines les plus grosses et ici, les protéines les plus petites. Donc on peut le voir ici grâce aux chiffres qui sont des protéines témoins qui montrent un petit peu la taille des protéines qu'on a dans notre milieu. Ici, c'est le gluten de départ. Et ce gluten-là, on ne l'a pas utilisé, on l'a hydrolysé de 2 manières différentes. Et on a eu un premier gluten ici et un deuxième gluten qui est représenté ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Comme tout à l'heure, on a éliminé finalement, en faisant l'hydrolyse, on a perdu les grosses protéines, les plus grosses, et on a conservé surtout, principalement les petites, et les petites qui sont représentées par un poids moléculaire de l'ordre de 14 kilodaltons. Donc vous voyez que finalement, c'était pas mal, parce qu'on se retrouve avec des colles végétales et des colles animales qui sont à peu près la même taille. Donc finalement, on va pouvoir comparer leur comportement en enlevant cet effet possible de leur taille. Donc la première méthode qui a consisté à voir si, je vous rappelle, s'il y a des résidus de colle dans les vins, a consisté à regarder la viscosité. Donc la viscosité, c'est le côté visqueux, j'ai envie de dire presque huileux, c'est un peu exagéré, mais vous voyez, voilà, qui accroche, qui glisse. Et qu'est-ce qu'on voit ici?
Donc, vous avez le vin modèle, hein, le vin modèle sans collage ici, qui a cette viscosité-là, qui en a une, hein, de toute façon, ce n'est pas de l'eau. Et avec l'ensemble des cols testés, on voit qu'on a augmenté cette viscosité du vin. On l'a augmenté. On a mis quoi? On a mis que de la colle dans le vin. Et en plus, on a centrifugé. Et on a éliminé les agrégats, normalement. Donc, c'est bien qu'il reste quand même de la colle. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Bon, on ne s'est pas contenté de ça. On dit, bon, c'est une hypothèse, on va les vérifier. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on ne peut pas quand même objectiver davantage ce résultat? Donc, on a utilisé la deuxième méthode. La deuxième méthode, elle utilise la propriété des protéines à être constituées d'acides aminés. Et alors, c'est pas mal parce que donc, vous retrouvez le schéma de tout à l'heure, notre col qui est composé de beaucoup de protéines. Qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé. On a coupé les liaisons des acides aminés, ce qu'on appelle une hydrolyse, et on a généré finalement tous les acides aminés qui constituaient cette colle. Voilà, c'est le principe, donc au laboratoire bien sûr. Et grâce à ça, je vais vous présenter ces résultats-là. Donc qu'est-ce qu'il faut regarder d'abord? Cette première ligne, j'espère que vous voyez bien, c'est assez gros. Cette première ligne vous présente la quantité de protéines, d'acides aminés, donc de protéines, qui étaient présents dans le vin modèle. Parce que finalement, il s'avère qu'avec le processus que l'on a utilisé pour récupérer les tanins, on avait aussi récupéré un peu de protéines. Donc, on avait dans le vin de départ à peu près 86 mg par litre de protéines. Bon, ça c'est notre départ. Ensuite, on a mis la colle. La colle, on a mis, vous voyez, environ 69 mg par litre de gélatine, de G16, et puis 86 mg par litre des deux gluten hydrolysés. Alors c'est toujours important de faire le bilan de la matière quand on fait des études comme ça pour vérifier qu'on peut aller plus loin dans l'analyse. Donc qu'est-ce qu'on regarde? Si on fait la quantité de protéines qu'il y a dans le vin plus la quantité que l'on a rajoutée, on a un total. Vous êtes d'accord avec moi? Ce total-là, c'est ce que j'ai surligné en gris. Donc, c'est la quantité de protéines, d'acides aminés, mais de protéines, que l'on a dans notre milieu au départ, au moment du collage. Qu'est-ce qu'on a après le collage? Donc, après le collage, on a la quantité des agrégats qui ont précipité, des précipités, plus ce qui reste dans le vin après collage. Vous êtes d'accord? Donc, j'ai additionné ces deux colonnes et on retrouve ce total 2 qui correspond à la quantité d'acides aminés, de protéines que l'on a à la fin du collage. Et finalement, on se rend compte qu'on a évidemment, c'est toujours difficile d'avoir pile la valeur, il y a toujours des incertitudes d'analyse, vous savez. Donc là, ça veut dire que les valeurs que l'on a sont tout à fait cohérentes. On a bien les mêmes quantités retrouvées avant et après collage. Donc comme ça, c'est bon, ça veut dire que notre analyse, nos méthodes sont pertinentes et donc on va pouvoir aller voir un petit peu plus près le reste des résultats. Le reste des résultats, c'est évidemment le vin après collage, donc que j'ai souligné, que j'ai encerclé plus exactement en violet. Alors si on regarde cette quantité-là, vous voyez, on a 107 ici, à peu près 107. Et on avait combien le vin? 86. Vous êtes d'accord avec moi que c'est bien au-dessus. Sur l'autre col, on a 123 mg par litre. Bon, on n'avait toujours que 86 au départ. Donc on en a plus. Donc ça veut dire que la quantité d'acides aminés qui est retrouvée après collage est supérieure à la quantité qu'on avait dans le vin initial. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, mais allons un petit peu plus loin. Cette quantité-là, ça représente combien par rapport à la quantité initiale qu'il y avait dans le vin? 25% par rapport à la première, pour la gélatine. 24% par rapport au premier gluten hydrolysé. 42% par rapport au gluten hydrolysé 2. Donc ça veut dire qu'on a entre 25% et 42% en plus de protéines par rapport à la quantité initiale de vin. Donc il s'est bien passé quelque chose. Maintenant, on va reprendre ces calculs-là, on va aller voir dans un autre sens. Donc on a toujours notre vin de départ. Et ce que je vous propose, c'est de quantifier ce surplus. Le surplus de protéines, d'acides aminés, c'est bien le vin après collage, moins le vin de départ. Vous êtes d'accord? Voilà. Mais ça, c'est ce que j'ai mis encerclé en violet. C'est en milligrammes. Et ça correspond, et si on compare cette valeur-là par rapport à cette fois-ci, non pas du vin initial, mais par rapport à la quantité de colle qu'on a ajoutée au départ,
il s'avère que finalement, pour la gélatine, on a 29% de la colle qui est restée dans le surnageant, enfin dans le vin après collage. On a 26% dans le cas du premier gluten hydrolysé et on en a 24% dans le cas du deuxième gluten. Donc ça veut dire qu'on observe dans ces conditions-là, on est dans les solutions modèles, hein, dans ces conditions-là d'analyse, avec ces colles-là, la présence de presque un quart, hein, au moins un quart de la colle qui est restée dans le vin après collage. Mais ça ne nous a pas suffi. On s'est dit oui, d'accord. Ça, quand même, bon, avec ça, on est quand même un peu sûr de nous, parce que là, les chiffres, ils sont quand même, les bilans sont bons, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la valable. Mais on s'est dit, on va quand même faire une troisième méthode pour vérifier nos résultats. Donc cette fois-ci, ce que l'on a fait, c'est que on a toujours nos gélatines, hein, et nos gluten hydrolysés de départ, et on va accrocher une petite molécule radioactive. Ah oui, on a touché un peu la radioactivité. Pour que finalement elles deviennent radioactives et visibles. Donc on a fait ensuite, comme les autres fois, le collage, la centrifugation, et on est allé regarder ce qu'on voyait. L'avantage, c'est que finalement, il faut quand même un outil, on a une scintillation qui est visible et qui est quantifiable grâce à cette méthode-là. Donc qu'est-ce qu'on a obtenu avec cette méthode-là? Alors pour la gélatine G16, vous voyez qu'ici, là, on a 74 de la scintillation qui est présente dans le précipité. Donc potentiellement 74% de la colle qui a bien précipité. Mais que 74%. On en a 26 qui est resté et qui est quantifiable, qui est quantifié dans le vin après collage. Pour la gélatine AG1, on a 53% de la scintillation qui est retrouvée dans le surnageant, dans le vin après collage. Et pour la deuxième, on en a 58%. Bon, ben, je crois qu'il reste de la colle dans le vin après collage. Vous serez d'accord avec moi. Alors, je voulais quand même moduler ces valeurs-là parce que c'est une étape, donc il y a une réaction chimique qui a lieu, hein, il faut accrocher la molécule qui scintille à notre colle. Et cette réaction, elle n'a pas toujours le même rendement, la même capacité à s'accrocher en fonction de la protéine. Donc, il est possible que... alors ça, c'est un résultat qu'on a trouvé, hein, c'est la scintillation qu'on a trouvée, mais que la proportion de protéines qui ont cette scintillation soit pas la même d'une colle à l'autre. Donc, il est possible de ne pas considérer comme ces pourcentages étant pas une valeur précise de la quantité de colle quand même qui reste. J'espère que vous me suivez. Voilà. Donc, je voulais juste apporter ce bémol-là parce que c'est un biais aussi apporté par cette méthode. Donc, je vous propose de récapituler. Est-ce qu'on a de la colle dans le vin après collage? 20 modèles, hein, dans nos conditions d'essai. Première méthode, la viscosité, elle était bien au-dessus. Donc, oui, il restait de la colle. Deuxième méthode, vous vous souvenez, on a quantifié les acides aminés présents avant et après collage. Tous les cas, entre 24 et 29% de la colle était bien resté en suspension dans le vin après collage. Et deuxième méthode, on vient de voir qu'il en restait aussi. Donc là, je crois qu'avec 3 méthodes comme ça, il n'y a plus de doute dans ces conditions-là, en tout cas, qu'on a bien effectivement des résidus de colle. Et finalement, c'est en cohérence avec la définition de l'auxiliaire technologique. Hein. Et c'était aussi tout à fait en phase avec ce qu'avait pu écrire Ribeiro Gaillon, hein, dans son livre également. Et ce qui est important de voir, c'est que vous voyez que la colle soit végétale ou animale, on a des fois des pourcentages qui sont un peu différents, mais on a le même comportement. Donc on a dans tous les cas une répartition de la colle dans le vin modèle. Donc il reste de la colle, mais vous voyez que c'est quand même assez difficile de quantifier très précisément, et chacune des méthodes a ses avantages, évidemment ses défauts. Donc c'est difficile d'être très très précis dans la quantification. Maintenant, a-t-on besoin d'être très précis pour ça? Je ne sais pas. Je vous soumets la question. Donc ces résultats amènent à des questionnements. Est-ce que d'autres chercheurs ont trouvé les mêmes résultats? Est-ce que des résultats similaires sont trouvables pour des vrais vins? Parce que là, on était en condition modèle. Le vrai vin a une composition plus complexe. Peut-être que le fait de cette complexité d'autres molécules présentes, la colle ne se comporte pas tout à fait de la même façon. Et s'il reste un peu de colle dans le vin, finalement, il est sans problème. Alors, ça peut être des problèmes d'allergie, peut-être, pourquoi pas, philosophique ou de mode de vie. Voilà, je vous soumets ces questions-là. Je vois que le temps passe vite, finalement.
Donc, je voulais quand même vous rappeler aussi la réglementation sur les allergènes. On a quand même, donc rassurez-vous, il y a de la réglementation, hein, on ne consomme pas tout sans savoir et on est quand même bien protégé. Les vins dont la concentration résiduelle en protéines allergènes, pardon. Donc c'est bien ce que je viens de vous dire, hein, donc les restes de colle qui restent dans les vins, si elle est supérieure à la limite analytique définie par l'OIV, aujourd'hui c'est la limite que l'on peut quantifier en fait, hein, donc cette limite va progressivement, à mon avis, diminuer au fur et à mesure qu'on est bon dans cette quantification-là, doivent en déclarer la présence sur l'étiquette. Donc, c'est-à-dire que si on est capable de quantifier qu'il reste des colles allergènes dans le vin, ça doit être écrit sur l'étiquette de la bouteille. Donc, pour les gens qui sont allergiques dans la salle, rassurez-vous, regardez bien les étiquettes et normalement, il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, cette quantification, elle est jusqu'à 0,25 mg par litre, pour information. Alors, du coup, il y a certains chercheurs qui se sont intéressés justement à les quantifier, ces protéines allergènes. Et c'est très centré quand même sur l'œuf et le lait. Vous avez vu, c'est les protéines animales et c'est celles-là qui sont potentiellement a priori les plus allergènes. Donc je vous ai prévu quelques diapos qui vous montrent un certain nombre d'études. Donc là, il y a par exemple une étude, c'est 25 vins commerciaux italiens achetés en supermarché, donc au hasard. 12 rouges, 12 blancs, 1 rosé. Et dans ces 25 vins, 8 contenaient des protéines allergènes. Donc là, je vous ai mis un graphique. Qu'est-ce qu'on voit en fait? Cette méthode-là, c'est une méthode très fine qui va permettre de quantifier chaque molécule, chaque protéine allergène une par une. En fait, c'est ça que l'on voit ici. Donc là, par exemple, ici, on voit que ça, c'est de la caséine et c'est ce pic-là aussi. Et ici, on a de l'ovalbumine. Cette méthode a été reprise et améliorée par d'autres auteurs, mais c'est toujours dans le même type de méthode. Et on a une méthode aussi qui a été publiée, qui permet d'aller un peu plus finement dans la quantification. Et c'est la première publication où j'ai vu qui parlait de gélatine, parce qu'il n'y en a pas beaucoup finalement qui ont traité ce sujet-là. Et eux, c'était très intéressant. Ils ont regardé après différents mois d'élevage, de vieillissement du vin, est-ce qu'on en quantifiait? Donc finalement, ce qui montre, c'est qu'avec le temps, comme je vous ai dit, hein, les agrégats, ils tombent petit à petit. Donc il y en a de moins en moins quand il y en a dans le temps. Donc avec l'élevage, avec le vieillissement du vin, on a de moins en moins donc, de colle dans les vins, même s'il en restait. Mais ils arrivaient quand même à en quantifier un tout petit peu de la gélatine après 5 mois. Le test qui aujourd'hui qui fait office de référence, qui est le plus connu et le plus utilisé, ce n'est pas cette méthode-là que je vous ai expliquée, qui demande peut-être un appareillage un peu plus sophistiqué. C'est une méthode qui est plutôt un test immunologique. Qui va, donc vous avez la protéine cible et l'anticorps qui vont se reconnaître. Donc c'est comme quand on est malade, hein, c'est exactement le même phénomène. Nous, quand on est malade, on fait des anticorps qui vont reconnaître le virus et qui vont l'empêcher de se développer, l'anéantir. Et c'est exactement le même procédé. Donc là, on va avoir des anticorps spécifiques, bien choisis, qui vont aller reconnaître les protéines allergènes. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir un signal. Et par contre, si on a d'autres protéines qui ne sont pas allergènes, on n'a pas de signal, il n'y a pas cette reconnaissance-là, et donc on n'a pas de signal. Donc ça, c'est très schématique, mais je pense que ça parle bien de cette méthode-là. On va parler d'immunotest, par exemple, de test ELISA. Voilà. Et quand on regarde ce qui a été publié grâce à cette méthode-là dans la littérature, parce qu'aujourd'hui, cet aspect des résidus est beaucoup traité dans la littérature par cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il en reste ou qu'il n'en reste pas. Je veux dire que ma foi, est-ce que c'est si grave que ça? Par contre, s'il reste des protéines allergènes et que ça met en danger les consommateurs, là par contre c'est un problème. Donc c'est plutôt abordé par cet angle-là, de regarder si on trouve de l'allergénicité au vin après collage. Donc là c'est un exemple de vin italien à nouveau. Donc on voit ici là que c'est la colle utilisée, donc c'est de la caséine. On voit à nouveau toutes avec les tailles qui augmentent ici, les plus grosses, hein, comme tout à l'heure, les plus petites ici. Et ici, il y a eu des dépôts de vin et vous voyez qu'on n'a aucun signal. Aucun signal. Ça veut dire que les vins n'ont pas réagi. Donc on considère qu'il n'y a pas de résidus de colle, en tout cas pas allergènes, dans ces vins-là. Il y a une autre étude qui a concerné 85 vins
France, Australie, Nouvelle-Zélande et Espagne. Pour vous dire qu'il y a vraiment des études partout. Ils ont aussi utilisé 7-20 sans collage pour vérifier, pour avoir des contrôles aussi. Cette fois-ci, c'était avec du blanc d'œuf. Et ils n'ont pu détecter un signal montrant qu'il y avait une allergénicité. 153 vins d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire. On a du blanc d'œuf, c'est en anglais en plus, je suis désolée, de la caséine, de la colle de poisson aussi, qu'on n'a pas évoqué, mais qui est aussi allergène, et du lait. Et là, il y a seulement 2 vins qui ont présenté une réponse allergène, mais c'était à partir d'œufs entiers, ce qui est, je pense, assez rare en fait, comme en termes d'utilisation. Voilà. Et une dernière étude sur le gluten, parce que on sait que le gluten c'est quand même allergène. Donc là j'ai trouvé une étude qui s'est intéressée à des gluten et à des hydrolysats de gluten, comme on avait fait dans l'étude. Et là ils ont trouvé aucune réaction allergène à partir de ces vins-là. Pour les rouges. Pour les blancs, ils ont vu qu'il fallait quand même rajouter, en plus de la colle, soit de la bentonite, donc une autre colle finalement, de la silice ou des tanins, pour supprimer la réaction de réaction allergène. Donc ça ne veut pas dire qu'on enlève tous les résidus encore une fois, mais en tout cas pour supprimer cette réaction-là. Donc finalement, il faut faire presque un double collage, mais qui permet d'éviter cette réaction d'allergénicité avec les tests. Donc moi j'ai envie de conclure un petit peu sur cette petite partie-là. J'ai encore des diapos si j'ai du temps. Les résidus de colle, ils sont probablement en interaction très forte avec les tanins, voire avec les polysaccharides. Ce qui fait que, donc si je remets mon petit... que si on a notre corps où on est allergique, on ne reconnaît plus le site de la protéine qui fait qu'on reconnaît l'allergénicité, ça bloquerait peut-être ça, qui fait qu'on n'a pas cette réaction d'allergique, alors qu'on a bien ces protéines-là dans le vin. Alors peut-être que je vais accélérer un tout petit peu. Donc c'est se poser la question, ça va, d'accord, de la filtration. Certaines études se sont dit peut-être il faut filtrer pour éliminer justement ces résidus. Il y a une étude là qui s'est portée sur des vins expérimentaux avec de la caséine, donc du lait. Ils ont vu qu'il y avait une réaction allergène, donc avec ce test-là, immunotest. Ils ont essayé de quantifier, et donc je l'ai repris tel quel. Ils ont estimé à 0,9 mg par litre, donc assez faible effectivement, cette quantité de protéines qui restait dans les vins. Mais ils nous disent, bon, je vous donne cette valeur-là, mais on pense qu'elle n'est pas valable. Voilà. Pourquoi je vous le dis? Parce qu'on voit bien que c'est très difficile en fait d'aller quantifier ces molécules-là dans ce milieu-là, dans ces interactions-là, parce qu'elles sont tellement en interaction, c'est pas toujours facile d'aller les quantifier. Donc ils disent que quand on rajoute après la caséine et de la bentonite et de la filtration, alors là on diminue quand même très significativement la présence de ces protéines allergènes, mais on ne les élimine jamais complètement quand même. Voilà. En revanche, j'ai trouvé une autre étude. Alors, c'est sur donc c'est sur 3 vins commerciaux, expérimentaux, et 400 vins commerciaux, quand même, où les immunotests sont positifs. Donc là, malgré les interactions, ce que j'ai proposé, ça marche en fonction de la zone d'interaction de la protéine et des polyphénols. Peut-être ça reste allergène aussi, parce qu'il y a vraiment une zone d'interaction qui est sûrement très importante. Mais par contre... Alors, désolé pour ceux qui sont contre, mais ils ont fait des tests avec des souris qui avaient été sensibilisées à l'ovalbumine, donc là, ces protéines-là, à la caséine et à la colle de poisson, donc sur les 3. Et là, par contre, ils n'ont eu aucune réaction des souris. Donc, on voit que la question n'est pas simple, en fait, parce qu'en fonction du test, on va avoir des réactions et parfois, on n'en aura pas non plus. Donc, il y a une autre étude qui a vraiment utilisé des personnes qui se sont portées volontaires. Moi, je les remercie, je les félicite, parce que ce n'est pas évident quand on est allergique et qu'on accepte d'aller faire un test comme ça. Ils ont testé du vin, et en fait, sur de la peau quand même. Et ils ont eu quelques personnes allergiques qui ont eu des réactions cutanées, pas beaucoup, mais aucun consommateur de vin. Bon, ça nous rassure quand même. Voilà, mais voilà. Alors quand même, c'est important de déguster en toute sécurité. Il existe des doses recommandées quand même de colle pour éviter les allergies. Donc plutôt des utilisations de faibles quantités de colle qui peuvent suffire finalement à faire leur travail de clarifier le vin ou d'éviter des troubles ultérieurs.
Il existe aussi, comme je l'ai évoqué un petit peu avant, des méthodes, donc des combinaisons finalement de méthodes qui permettent de limiter ce risque-là de résidus en faisant finalement plusieurs collages, plus la filtration éventuellement. Et finalement, il y a quand même peu de gens qui semblent réagir malgré tout à la présence de ces molécules-là, sûrement parce qu'elles sont en interaction, comme je l'évoquais, avec notamment des polyphénols et peut-être des polysaccharides, mais ça reste quand même un sujet. Apparemment, il y a relativement peu, ce que j'ai lu, mais ça va peut-être évoluer, peu d'adultes qui sont allergènes au lait et à l'œuf. Donc finalement, ça diminue aussi le risque par rapport à ces éléments-là. Par contre, j'ai quand même pas trouvé beaucoup d'études en ce qui concerne les protéines végétales. Donc le gluten, on sait que c'est allergène. Vous voyez, j'ai trouvé qu'une seule étude qui s'est intéressée un petit peu à l'allergénicité potentielle du vin après collage au gluten. Il y a d'autres gens aussi qui testent le lupin. Le lupin, c'est aussi allergène. Voilà, ça, on n'a pas d'études encore là-dessus. Donc, ça, je pense que c'est important de se questionner. Et puis, voilà, rassurez-vous à nouveau, normalement, le risque doit être noté sur l'étiquette. Donc, ça, c'est vraiment, je pense que c'est important. Donc, le trouble dans le vin, c'est normal, mais on peut l'éviter. Pour cela, donc, il existe une méthode de clarification qui s'appelle le collage et qui consiste donc à introduire une colle dans le vin. Et le type de colle choisi, la quantité de colle choisie, va dépendre de l'objectif du collage et de la composition, des caractéristiques du vin initial. Donc on a montré aussi qu'il restait de la colle dans les vins. Cette quantité de colle est plus ou moins détectable en fonction des méthodes utilisées, en fonction des techniques utilisées. Et par contre, c'est vrai pour les colles à la fois végétales et les colles animales. Donc si on veut finir un peu par rapport aux questions, le vin est-il vegan? Bon, on l'a vu, oui ou non. Donc oui, c'est pour les colles végétales et non évidemment pour les colles animales. Pour le vin, s'il est végétarien, pas quand on utilise évidemment des colles animales telles que la gélatine. Et les risques d'allergie. Donc il n'y a pas de risque, par contre, avec les gélatines, il n'y a aucun risque d'allergie. Donc ça, c'est quand même intéressant sur ce point-là. Les pois non plus, parce qu'il existe aussi, comme je vous ai évoqué au début, les protéines de pois sont aujourd'hui utilisées en œnologie. Il n'y a pas de risque d'allergénicité avec ces protéines-là. Et les pommes de terre non plus. Donc vous voyez qu'il existe quand même, que ce soit dans le monde même vegan ou pas, il existe des protéines qui ne sont pas allergènes et qui sont aujourd'hui utilisées et qui font le job. Voilà. Donc le risque limité avec les œufs et les laits, je l'ai dit, et puis des risques à mieux identifier, je pense, avec des gluten et des protéines qui seraient autorisées dans le futur. Donc la colle, le collage a aussi d'autres avantages. On a évoqué aussi les objectifs, mais j'avais envie d'en rajouter quelques autres. J'ai trouvé 2 articles qui disaient que finalement l'utilisation de colle permettait de diminuer certains micro-organismes, en l'occurrence des levures, les Brettanomyces bruxellensis, qui sont des levures utilisées en bière et qui sont très bien pour la bière et très favorables. Mais nous, dans le cadre du vin, ça va générer plutôt des arômes, des odeurs d'animal, de cuir. Donc en faible quantité, c'est très bien. Quand ça domine, évidemment, ça gâche un peu le vin. Donc apparemment, le collage permettrait peut-être de réduire significativement ces levures-là. Donc ça peut être intéressant. J'avais envie de reciter encore Ribéro-Gaillon qui dit qu'un collage précoce des vins après le premier hiver a été parfois recommandé pour éliminer des particules en suspension, des levures, des bactéries et participer par la suite à la conservation. Donc moi je trouve que c'est finalement très intéressant et moi j'invite à des chercheurs, parce que je ne travaille plus quand même sur le sujet, des chercheurs d'aller prendre ce sujet-là en main, parce qu'il y a peut-être des choses à explorer sur peut-être des éliminations de bactéries aussi grâce au collage. Et puis enfin, il y a aussi peu d'études probablement encore à développer. Le collage peut aussi diminuer l'oxydation, les risques d'oxydation de vin, notamment de vin blanc. Donc ça, c'est aussi, je pense, intéressant et peut-être à approfondir. Donc le vin, c'est aussi des liens sociaux, une culture, une filière avec des métiers passion et beaucoup de plaisir à consommer avec modération. Et pour terminer, ce que je veux vous dire, c'est que finalement, on est tous des consommateurs différents. Il y a beaucoup de producteurs différents. Il y a de quoi trouver son bonheur avec les différentes pratiques qui sont utilisées.
aujourd'hui qui sont utilisables. On a de belles choses dans tous les domaines et dans tout types de vins. Donc rassurez-vous et continuez à déguster les vins. Et moi, je vous dis bonne dégustation. Et merci de votre attention. Merci beaucoup Chantal de nous avoir éclairé, clarifié. Merci aussi d'avoir précisé qu'en termes de composition du vin, ce n'est pas la molécule qui fait le poison, mais c'est la dose. Et de nous avoir parlé de dose, c'est vraiment très important. Maintenant, la parole est à vous et je vous invite à vous exprimer, poser vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Allez-y. Qui a une question? Alors, on va peut-être un peu déglacer l'auditoire en utilisant les questions des gens qui sont sur Zoom. Une première personne sur Zoom nous demande si une teneur en alcool élevé peut influencer la tendance des composés du vin à former un trouble. Quel est l'effet de l'alcool sur l'apparition du trouble, selon toi? Alors, c'est une bonne question. J'avoue que je n'ai pas creusé ce sujet-là. Je ne suis pas sûre que ça l'impacte, mais ça serait peut-être des choses à explorer. L'alcool, c'est une petite molécule. Les interactions dans les alors, je sais pas, je ne veux pas si je veux rentrer dans les choses un peu compliquées. Non, vas-y. Les interactions là dont on parle, c'est des interactions très fortes entre des très grosses molécules qui vont pouvoir à la fois avoir des interactions qu'on appelle hydrophobes et conforter, consolider par des interactions qu'on va appeler hydrophiles. Donc les premières viennent souvent des cycles aromatiques, notamment de certains acides aminés et de tannins. Et les interactions hydrophiles, ça va être grâce aux fonctions alcool, aux hydrogènes, à l'oxygène qui sont présents dans les molécules. Et tout ça fait qu'on a, ces interactions fortes qui sont consolidées par un certain nombre de liaisons, en fait, qui ne sont pas covalentes, mais qui sont des interactions. Je pense que l'éthanol, il est un peu petit pour venir interférer là-dedans, parce qu'on parle, nous, quand même de macromolécules. Donc je ne pense pas qu'il intervienne. Maintenant, ce serait peut-être des choses quand même à l'explorer. Affaire à suivre, donc. Est-ce que quelqu'un dans la salle, peut-être Nachidil, aurait une question? Une question en bas. Pendant que le petit micro arrive, j'ai une deuxième question sur Zoom. Dans quelles conditions est-il préférable de préférer non, oui, c'est ça qui est écrit. Ou de combiner la filtration et le collage. C'est-à-dire que je pense que la personne essaye de comprendre quel est l'équilibre dans le processus de choix entre filtration et ou collage. Alors c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on sait que plus on va rajouter des étapes, plus on risque aussi d'éliminer des arômes, des choses qui nous intéressent aussi, qui font que le vin reste complexe. Donc moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que quand on utilise des protéines allergènes, c'est peut-être là où il faut effectivement l'utiliser pour qu'il n'en reste pas, ou suffisamment, ou en tout cas en étant dans le seuil. C'est vrai que j'avais une diapo, mais je crois que j'ai oublié de le dire. Il existe un seuil effectivement apparemment d'allergénicité. Si on est en dessous du seuil, qu'on ne cumule pas, ou s'il n'en reste pas, c'est encore mieux. Donc moi j'ai envie de dire de le faire plutôt quand on a des risques potentiels d'allergénicité. Voilà. Merci beaucoup. Nachidil, c'est à toi. Oui. Du coup, moi, j'avais une question sur l'information au consommateur. Est-ce qu'il y a une obligation d'informer le consommateur sur le type de colle utilisé? Sinon, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des vignerons qui, sur l'étiquette, indiquent ça? Au-delà des labels, au-delà du fait d'avoir un label vegan ou pas, est-ce que le consommateur a la possibilité de le savoir? Alors, c'est une très bonne question aussi. Donc, il y a deux éléments, il ne faut pas que j'oublie. Premier élément, comme je l'évoquais, s'il y a l'utilisation de protéines allergènes et que, donc, à ce moment-là, ils sont obligés d'aller quantifier, de faire la méthode officielle de quantification. Et si on est au-delà de la zone, donc, de la partie que on est dans des concentrations quantifiables, ils sont obligés d'écrire sur l'étiquette. En tout cas, je ne sais pas si c'est la colle précise, mais ils sont bien obligés d'écrire allergène et je pense dans ce cas-là, ils disent lequel c'est. Ensuite, il y a des changements
Au niveau de l'étiquetage des vins, il y a des changements qui ont eu lieu récemment et où on est obligé de mentionner les ingrédients. Alors c'est que dans le vin, bon, on ne parle pas d'ingrédients en principe, mais du coup, il est possible normalement d'accéder, alors c'est souvent, ça peut être par des QR codes, où il est possible d'aller trouver ces informations-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Un monsieur tout en haut, alors pendant que le... Ah non, un monsieur pas tout en haut. Allez-y, monsieur. Monsieur est en bas. Merci beaucoup, madame. Ce que je voudrais vous poser simplement la question, est-ce que dans vos études de laboratoire, on a constaté un changement de goût du vin avant, par rapport au collage et après? Est-ce que ça a été fait? Alors, nous, on ne l'a pas fait, mais il y a des études, effectivement, j'avais pas le temps, vous voyez, j'ai bien pris le temps, j'avais pas le temps de développer cette partie-là, mais on sait qu'effectivement, il y a des effets, on va dire, collatéraux de chaque étape, et le collage en fait partie. Donc, toujours le risque, ça va être d'éliminer des molécules d'intérêt. Donc, on risque d'éliminer des arômes, alors pas tellement parce qu'ils sont gros, mais ils vont être un peu emportés, dans ce phénomène de précipitation. Donc effectivement, en fonction des cols, ce ne sera pas le même impact. Et de ce que j'ai lu, la bentonite réduirait plus, par exemple. Alors c'est vrai qu'elle est plus efficace sur l'élimination, mais l'élimination de tout aussi. Voilà. Donc c'est un compromis à trouver. Et des doses aussi, hein, parce que là, l'effet dose va aussi jouer beaucoup pour trouver le bon compromis entre le collage, la clarification, le risque éventuellement d'allergènes et puis l'appauvrissement potentiel, on va dire, du vin suite au collage. Nous, dans les essais qu'on avait faits, il y avait quand même un amoindrissement très relatif qui fait que ça valait le coup parce que les effets bénéfices étaient bien supérieurs aux effets, on va dire, collatéraux engendrés par le collage, en tout cas dans ce qu'on avait pu voir. Merci beaucoup. Je pense qu'il y avait une autre question au milieu de l'amphi, mais je vais introduire une question qui porte aussi sur la silice et la bentolite. Quelqu'un sur Zoom nous demande quel est le taux de silice optimal pour réaliser un bon collage. Je pense que tu as à moitié répondu à cette question dans la réponse d'avant. Est-ce que tu peux repréciser? Alors, la quantité précisément, non, je ne pourrais pas le dire, je n'aurais pas de chiffre à donner et je pense qu'il n'y a pas de recette comme je l'évoquais. Il n'y a pas une colle, une dose. Ça dépend aussi de l'objectif du collage et du vin initial. Donc la dose, je ne l'ai pas. Je ne peux pas vous la fournir parce que je pense que je vous ferai faire des bêtises. Par contre, je vous invite à aller regarder. Je vous ai mentionné le site de l'IFV. Il y a des articles de la littérature qui vont aller tester certains types de vins avec certaines doses, avec des effets positifs et négatifs. Dans ce cas-là, je vous invite à aller regarder ces préconisations-là plutôt. Là, je ne pourrais pas donner de valeur précise. Ouais. Et puis les pré-tests sont essentiels. Ah oui, et puis voilà. Pas. Et puis dans tous les cas, il faut toujours faire des pré-tests. Donc souvent on fait 2 colles différentes à 4 doses, ça peut être 4, 6 doses différentes. Donc on fait des essais dans 250 millilitres à peu près. On voit un peu ce que ça donne en termes de troubles et en termes de dégustation aussi. On va déguster ce vin-là et on va voir ce que ça donne. Et justement, ça va aussi répondre aussi à votre question, c'est-à-dire qu'on voit finalement l'appauvrissement ou pas que l'on a. Si en termes de brillance ou de clarification, on a ce qu'on veut, et en termes d'aromatique aussi. Donc c'est ces tests-là qui sont de toute façon incontournables. Oui, évidemment. Même si l'analyste que je suis a un peu du mal à l'accepter, le vin est avant tout fait pour être dégusté, avant toute chose. Monsieur, la parole est à vous. Tout simplement, bonsoir. Je voudrais savoir si on peut encore trouver des vins non collés. Alors oui, tout à fait. Oui. Ça, il en existe pas mal même, je pense. Hein. Tous les vins ne sont pas collés loin de là. Et il existe d'autres méthodes aussi pour clarifier. Hein. Donc il y a des vins qui ne sont pas collés mais qui sont clarifiés. Donc par exemple par filtration, par centrifugation. Et puis il existe aussi des vins qui ne sont pas clarifiés. Voilà. Mais oui, il y en a, tout à fait. Je vais vous demander de faire monter le petit micro car monsieur veut poser une question. Oulala. C'est très sportif ici. Oui, j'ai une question, c'est par rapport le trouble en fait, est-ce que c'est juste un problème d'esthétique, c'est-à-dire que la dégustation se
prendrait comme primat uniquement la vue, est-ce que ça a un impact sur le goût, sur l'odorat? Et à ce moment-là, si ça n'a pas d'impact sur le plan olfactif ou sur le toucher de bouche, ça serait juste un problème d'éducation. Alors oui, le premier élément, c'est celui-là, c'est qu'on a l'impression que c'est pas bon, que c'est mauvaise qualité, donc on l'élimine. En vrai, ça c'est tout à fait acceptable. Mais quand même, on sait que sur un vin qui est trouble, on a des risques quand même d'autres réactions qui vont se passer dans le vin et qui vont générer des défauts au vin. Voilà. Donc si on le boit tout de suite, j'ai envie de dire, c'est un choix, on peut accepter de boire un vin trouble. Maintenant, si c'est un vin que l'on souhaite garder, il y a quand même un risque de déviation du vin. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes dans la salle ont des questions? Pas pour l'instant. Donc, on va peut-être terminer avec une question qui va te renvoyer en Val-de-Loire, qui est sur Zoom. Et on nous demande... Ah tiens, il y a une autre question. Mais c'est pas grave, on y reviendra. Quelle est la méthode de collage la plus courante pour les vins blancs du Val-de-Loire? C'est question technique. Alors, je suis désolée, j'ai pas fait d'enquête avant de venir. Là, je me risquerais peut-être pas de répondre quand même. Ce serait pas très fiable ma réponse. Hein, oui. Non, on fera une enquête en Val-de-Loire. Par contre, on fera une enquête, ce sera intéressant. Et puis, on a une question qui est une question un peu d'histoire, car on nous demande depuis quand est-ce que l'on pratique le collage dans les vins? Et c'est une pratique classique, ancienne. Que se passait-il pour les vins antiques? Alors c'est une très bonne question. Et effectivement, je m'étais demandé si j'évoquais ça. Oui, c'est très très ancien. Parce que dans les premiers vins, ils mettaient de l'argile pour faire que ces troubles, alors ils n'appelaient pas ça agrégats, je pense à l'époque, mais ces agrégats précipitent et tombent de même, pour les aider à tomber. Donc il y avait déjà ce phénomène-là, mais là pour le coup c'était physique. Hein, c'était vraiment physique, donc de mettre de l'argile pour faire tomber. Donc oui, c'est une pratique très très ancienne. D'ailleurs, je crois que ça a été décrit par Pline l'Ancien. Ah oui. Voilà. Alors, nous avons une question de Monsieur François tout en haut. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, Chantal, merci pour cet exposé. Je me posais une question en pensant à la Champagne, forcément. Finalement, à la pratique qui existe là-bas beaucoup, de coller pour la casse protéique, non pas des vins finis ou des vins, évidemment, pas champagnisés, mais même pas des vins clairs, mais bien avant, des vins, on colle sur mou, classiquement. Et finalement, on utilise la bentonite à ce moment-là parce qu'on considère que c'est un moment dans lequel il y a moins de risques de perdre des composés d'arômes, etc. Et que ça fait le job, comme tu dis, par rapport aux protéines. Et finalement, ça me fait penser que la question du collage, c'est aussi la question de quand est-ce qu'on colle et qu'est-ce qu'on colle à ce moment-là. Alors oui, tu fais bien d'en parler parce que je pensais l'évoquer puis j'ai un peu oublié. Il y aurait eu tellement de choses à dire. Donc en effet, la clarification, finalement le collage peut avoir lieu sur mou ou sur vin fini. Moi j'avais décidé, parce que c'est aussi sur ça que j'avais travaillé, de ne parler que de vin fini. Mais en effet, ça se fait aussi sur mou et il y a d'autres études et c'est pas du coup le même objectif qui est utilisé, mais on peut utiliser effectivement différents types de colle. Et en effet, comme c'est avant la fermentation alcoolique qui va aussi générer l'ensemble des arômes et des odeurs souhaités, finalement, on ne perd pas ces éléments-là puisqu'ils ne sont pas encore là. Et a priori, on ne perd pas non plus les précurseurs d'arômes, puisque sinon on les perdrait aussi. Donc ça reste des petites molécules qui ne sont pas impactées effectivement lorsqu'on fait le collage en amont. Mais du coup, ce n'est pas le même objectif. Effectivement, on élimine quand même des protéines qui sont là dès le départ, c'est vrai. Donc on rejoint une partie des objectifs quand même. Il y a effectivement des pratiques comme ça qui fait que ça suffit. Donc si ça évite de coller en suivant, c'est vrai que le collage peut potentiellement éliminer d'autres choses aussi, avoir d'autres impacts comme on l'a vu. Donc ça peut être aussi une alternative, oui. Ouais. Mais c'est vrai que je n'ai pas développé cette partie-là, parce que je pense qu'on pourrait également le développer plus longtemps.
Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là s'il n'y a plus de questions dans la salle. Merci beaucoup Chantal, merci d'être venue. Merci à vous et merci pour votre attention. Merci d'avoir été présent et nous vous donnons rendez-vous le 1er avril pour une conférence extrêmement sérieuse sur les AOC.